Merci. Oui, le Cercle Sophia Corrales-Cadia, qui est un club de mathématiques et d'informatique qui s'adresse aux étudiants, donc qui a été fondé par Christophe Barret, qui est là. Et donc des étudiants, on va dire, de Bac 3, Bac plus 3, qui s'intéressent aux mathématiques, qui ont des séances qui se déroulent le samedi après-midi, voilà, quelques séances en partenariat avec l'association comme ce soir. Voilà. Bien. Bah, j'avoue que je suis quand même un petit peu intimidé d'être dans cette salle, et surtout après avoir entendu les personnes qui vont intervenir dans ce cadre-là. Donc voilà, je vais essayer d'être à la hauteur un petit peu pour vous parler de statistiques. Donc la statistique dans tous ses états, l'idée c'est de voir un petit peu, à travers quelques exemples tirés de la presse essentiellement, de voir un petit peu comment la statistique peut nous influencer, ou pas d'ailleurs, en bien, en mal. On va faire un petit tour d'horizon là-dessus. Donc je m'appelle Sébastien Desjean, je travaille à l'université Paul Sabatier, et je suis ingénieur de recherche en calcul scientifique à l'Institut de mathématiques de Toulouse. Alors ça, c'est ma présentation officielle et un petit peu formelle. Il y en a une qui est un peu moins formelle, que j'ai trouvée dans ce roman policier là, de Peter Haast, qui s'appelle Le Carré de la Vengeance. Et donc c'est une histoire de kidnapping. Alors le kidnapping, bon, il y a des personnes qui vont m'adresser une lettre. Et sur la base de cette lettre, les enquêteurs vont faire appel à un profiler, c'est très à la mode. Et ce profiler, il va écrire ça. Donc selon le profil que j'ai établi en me basant sur les deux facs, le plus vieux des ravisseurs est très certainement universitaire. Il doit être ingénieur ou mathématicien, et je ne serais pas étonné si on me disait que c'est un statisticien ou un spécialiste du calcul des probabilités. Donc j'ai mis en droite tous les mots-clés qui me correspondent, donc j'avoue que là j'étais très haut dans la liste des chiffres. Alors cette présentation-là, c'est juste pour montrer que de temps en temps, voilà, il y aura des citations, ça pourra venir d'extraits de journaux, de romans, de choses comme ça, pour parsemer un petit peu quelques petites friandises au menu de la présentation. Alors, si vous avez vu passer l'affiche ou la présentation de cette conférence, il y avait une citation extraite de ce livre de Dominique Cardon qui aquarelle les algorithmes, nos vies à l'heure des big data. Donc, face au déploiement de la société des calculs, il est nécessaire d'encourager la diffusion d'une culture statistique vers un public plus large que celui des seuls spécialistes. Voilà, alors avec beaucoup d'humilité et de modestie, c'est un petit peu de mes objectifs de la soirée. Alors vous me direz à la fin si j'ai un peu contribué à encourager la diffusion d'une culture statistique auprès de vous. Bon, après, des têtes que je reconnais un petit peu dans le public, certains n'ont pas besoin de moi pour ça, mais en tout cas, je les remercie d'être venus. Alors une autre citation qui est extraite d'un livre, là aussi, qui parle un peu plus des mathématiques, qui est Plus vite que son nombre, qui est de Sylviane Gasquema. Donc il y a une citation dans ce livre-là. Donc après nous avoir convaincus de leur objectivité fondamentale, il ne reste plus aux chiffres qu'à nous amener doucement à penser qu'ils en déterminent le monopole. Dès lors, une forme de hiérarchie gagne l'argumentation et le raisonnement. Pour te dire quelques chiffres qualifient automatiquement votre discours, même si personne ne prend la peine de comprendre vraiment ce qu'ils signifient, voire même s'ils sont sans rapport avec le sujet traité. A contrario, de ce fait, toute argumentation purement textuelle semble dépréciée, comme si le raisonnement et la rigueur ne pouvaient exister hors des chiffres. Donc voilà un petit peu les deux extraits, deux citations qui vont donner le cadre un petit peu aux différents points que je vais aborder. Donc sous l'angle statistique, voir un petit peu comment effectivement, au-delà des chiffres, quels sont les messages qu'il peut y avoir et que les chiffres ne nous permettent pas de capter tout de suite a priori. Alors pour commencer, voilà, c'est un sujet qu'on peut considérer qui est très en phase avec l'actualité. Juste on va parler de salaire moyen, de pouvoir d'achat. Alors pour ça, là, j'ai pris un extrait d'un article qui est paru dans la Tribune en 2013 qui parle de salaire moyen et de pouvoir d'achat des Français. Alors je ne vais pas vous en faire la lecture en intégralité, vous pouvez juste comme ça capter quelques petites informations. On nous parle de salaire moyen brut qui a progressé, une hausse qui ralentit, on nous parle d'une éclaircie pour le pouvoir d'achat des Français, très bien. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de chiffres là-dedans, donc il faut bien rentrer dans cet article pour tout décortiquer. Alors là-dessus, je vais juste
retenir l'idée que le salaire moyen va augmenter et on va parler d'une hausse de pouvoir d'achat. Donc on va juste regarder un petit peu ce qui peut se passer dans une entreprise fictive. 8 ouvriers qui touchent à peu près 1 000 € chacun par mois, un chef d'atelier à 2 000 €, un directeur technique 4 000 €, directeur des ressources humaines 6 000 €, un directeur général 10 000 €. Vous avez les 12 salaires de cette entreprise ici. On calcule la moyenne, on a un salaire moyen de 2 500 €, très bien. La médiane, donc la médiane, c'est la valeur qui va séparer ces 12 valeurs en 2 parties de taille égale. Donc on a 6 valeurs qui sont inférieures à 1000, 6 qui sont supérieures. Ok? L'idée, là, on va s'interroger, on va essayer de trouver 3 solutions pour augmenter le salaire moyen de cette entreprise. Alors on va aller d'une solution très dans l'esprit de Noël, et puis petit à petit, on va oublier l'esprit de Noël, et puis on va trouver d'autres moyens de faire augmenter le salaire moyen. Première solution, dans l'esprit de Noël, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Augmenter les salaires de tout le monde. D'accord? On augmente tout le monde, ça va, c'est Noël, allez, on y va. Surtout le mien. Voilà, donc tout le monde, 5% de plus, le salaire moyen augmente, le salaire médian aussi, le gain de pouvoir d'achat, il est avéré, tout va bien. Alors, deuxième solution. L'esprit de Noël, oui, mais peut-être pas pour tout le monde. Pardon? Que les petits? Alors, je ne vais pas dire gilet jaune, des choses comme ça. Attention, voilà, on oublie l'esprit de Noël et on va faire un truc qui consiste à ça. Mais ça, c'est normal. Ah, c'est normal, non, après, je sais pas, je parle juste de salaire moyen. Vous voyez, c'était 10 000, on passe à 12 000, le salaire moyen augmente. Le salaire médian, au passage, il n'a pas bougé, d'accord? C'est toujours 6 au-dessus, 6 en dessous, tout va bien. Bon, on est un peu moins dans l'esprit de Noël, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a bénéficié d'un gain de pouvoir d'achat. Ce n'est pas le cas de tous. Une troisième solution? On oublie l'esprit de Noël. Aucune augmentation? Aucune augmentation, ouais. Mais je veux que le salaire moyen augmente quand même. Bon. Mais il faut réduire le nombre de personnes, moins de pays. Voilà, soyons clairs, on va virer du monde. Ah ben voilà. Bah, regardez. Alors plutôt des bas salaires d'ailleurs, à y être. Oui, c'est sûr. Donc, voilà, vous voyez, là il y a 2 personnes, elles sont plus là. Oh, pardon. Ah ben c'est génial, le salaire moyen a augmenté. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé 2 valeurs les plus faibles. C'est comme quand on a des notes à l'école, si on enlève la plus mauvaise note, ma moyenne augmente. Et là c'est pareil. Le salaire médian aussi, parce que j'en ai viré 2, donc comme ça c'est très bien, voilà. Donc le salaire moyen a bien augmenté, on est d'accord? J'ai pas triché. Oh pardon, j'ai cumulé, j'ai fait double. Alors c'était pas obligé, on pouvait rester à 10 000, il n'y avait pas besoin de ça pour monter le patron, désolé, c'est une coquille. Au niveau du gain en pouvoir d'achat, limite, voire personne en fait. Alors, on reprend l'article tout à l'heure. Le salaire moyen brut a progressé. Ok, bon, on vient de voir que oui, mais bon. Petite éclaircie pour le pouvoir d'achat des Français, peut-être. Et là, il y avait un truc, les effectifs salariés en légère baisse. Ben, ça veut bien dire que des personnes ont perdu leur boulot. Voilà, donc vous voyez, le nombre de salariés du secteur privé s'est légèrement contracté. Donc vous voyez que la lecture de cet article, alors on aimerait bien, mais on peut croire qu'effectivement il y a un gain de pouvoir d'achat, mais c'est pas automatique. C'est pas parce que le salaire moyen augmente qu'il y a un gain de pouvoir d'achat pour tout le monde, voire pour un certain nombre. On a vu que dans le troisième cas de figure, ben, il suffit de virer les personnes qui ont un bas salaire pour augmenter le salaire moyen. Qui gagne un pouvoir d'achat? Personne. Voilà, donc vous voyez, c'est ce genre de petits trucs sur lesquels on va venir là, pour voir un petit peu ben, comment un chiffre peut donner une impression qui n'est pas forcément la réalité.
Voilà, la même chose en une vignette sur ce site-là. Pourquoi le salaire moyen augmente en France? Parce que le nombre de Français salariés diminue. Voilà, c'est une blague de statisticien. Je vous laisse la tester dans un public, mais voilà, vous connaissez votre public avant de la tester. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Les filles brillent en classe et les garçons au concours. Ça, c'est une information, on peut la trouver peut-être un petit peu déroutante, injuste, voilà. On ne sait pas trop quoi en penser. Et ça, c'était le sujet d'un article paru dans Le Monde en 2009, où on nous dit qu'elles obtiennent de meilleurs résultats en cours de scolarité, mais réussissent moins bien les concours primaires dans les écoles, etc. Alors moi, je m'intéresse pas du tout à l'aspect sociologique, du pourquoi ça se passe comme ça, juste sur les aspects statistiques. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un cas de figure où les filles, le groupe des filles, des femmes, je ne sais pas comment c'est écrit, les filles, ont des meilleurs résultats, mais finalement, ce sont les garçons qui vont être les premiers au concours. Alors, on va essayer de regarder un petit peu ça. Il y a un paragraphe qui s'appelle « Autour de la moyenne » dans cet article. Ce autour de la moyenne, voilà de quoi il nous parle, d'un point de vue technique. Vous voyez, ils nous préviennent, attention, ça va être technique, accrochez-vous. Il semble que la structure du concours HEC fait davantage d'hétérogénéité chez les hommes que chez les femmes. Si, en moyenne, les performances des hommes et des femmes sont similaires, les notes des femmes sont concentrées autour de la moyenne, tandis que celles des hommes sont très dispersées, avec beaucoup de très bonnes notes et de très mauvaises. Mécaniquement, etc. Ok? Vous saisissez le truc? Alors, juste un petit dessin, quand même, pour illustrer ça. 6 individus, 6 femmes, 6 hommes. La moyenne des femmes est supérieure à celle des hommes. Mais si je fais un classement, ben, je retrouve 3 hommes aux 3 premières places, et la première femme arrive en 4e position. Et vous voyez que ça, l'information sur la moyenne, elle est incapable de nous traduire cet élément-là. Pour ça, si on veut traduire un petit peu ce genre d'effet-là, on est obligé de passer par d'autres types d'indicateurs. Donc pas celui de la moyenne, mais on peut s'intéresser à des indicateurs de dispersion. Alors il y a un petit truc en bas, je vais vous en parler après, c'est pas une erreur, hein, c'est pas un truc qui m'a échappé. Des indicateurs de dispersion, il y en a un très simple à calculer, ça s'appelle l'étendue. Je prends la plus grande valeur et je lui enlève la plus petite valeur. Dans les indicateurs de dispersion, il y en a 2 qui sont très connus, très utilisés en statistique, c'est la variance et l'écart type. J'ai mis un petit aparté, si vous allez sur le site variance.fr, vous aurez des tas de chances de trouver ce genre de photos-là. Variance est une marque de lingerie. D'accord? Donc sachez-le, là aussi. Donc la variance, c'est un truc qui s'écrit comme ça, avec une formule. Si on n'aime pas les formules, on peut retenir que c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. On peut utiliser l'écart type qui est la racine carrée de la variance, et donc, en prenant une respiration, on peut dire que c'est la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Je vais répéter. Alors, si vous n'avez ni la formule ni l'expression comme ça, ben, je propose de la dessiner un petit peu, juste pour voir le feeling un petit peu avec cet indicateur-là. Donc là, j'ai 5 valeurs. Et je veux en dessiner la variance, pour comprendre un petit peu ce que c'est. Alors, pour dessiner la variance, j'ai besoin de calculer la moyenne d'abord. Donc la moyenne, je vais la positionner à peu près par là. D'accord? Imaginez un axe gradué ici, là j'ai une grande valeur, donc ça va tirer la moyenne vers là. Je vais dessiner des écarts à la moyenne. Des écarts à la moyenne, hop, voilà, mes écarts à la moyenne. Dans la variance, il y avait un petit carré, donc je calcule les carrés des écarts à la moyenne. Voilà, les carrés des écarts à la moyenne, je vais dessiner des carrés, voilà, il n'y a pas de piège. Voilà. Et la variance, finalement, ça va être un carré qui a une aire qui est la moyenne de ceux-là. Voilà, donc ça, c'est une variance. Et l'écart type, qui est la racine carrée de la variance, c'est juste des côtés de ce carré. Et donc, ce que nous dit cet indicateur-là, l'écart type, qu'en moyenne, les points vont s'écarter de cette longueur-là autour de la moyenne. D'accord, je le dis avec un petit raccourci, les vrais statisticiens dans la salle doivent peut-être se crisper un petit peu face à cette définition-là, mais voilà. Voilà le principe un petit peu de l'indicateur de dispersion. Et donc, si on regarde ce qui se passe ici, vous voyez que sur le même graphique que tout à l'heure, on a les mêmes notes, donc on avait bien moyenne côté femme, moyenne côté homme.
On a une étendue de 5 qui correspond à 14 moins 9, la plus grande moins la plus petite valeur. Une étendue de 16 de ce côté, le 18 moins 2. Un écart type et une variance, vous voyez, avec des valeurs nettement plus élevées côté homme que côté femme. Donc c'est exactement ce que nous disait l'article tout à l'heure, avec des valeurs beaucoup plus concentrées autour de la moyenne côté femme et beaucoup plus dispersées côté homme. Donc vous voyez encore une fois, dans l'article, le titre qui peut paraître un petit peu contradictoire, mais nous amener sur des raisonnements un petit peu délicats, mais finalement, statistiquement, si on tient compte, si on prend en compte l'indicateur de dispersion, ben, les choses se positionnent assez naturellement. Alors ces indicateurs de dispersion, des fois on les voit représentés comme des barres d'erreur, des diagrammes en bâton comme ça, avec des barres d'erreur. Alors sur ce schéma-là, en fait, ce que ça veut dire, c'est, vous voyez, on a différentes catégories, A, B, C, D, E. La barre elle a la hauteur de la valeur moyenne pour un certain nombre d'observations correspondant à cette catégorie-là. Et la petite antenne qui est au-dessus représente justement cette dispersion autour de la valeur moyenne. Alors lui, on ne peut pas trop lui faire confiance en fait, parce que regardez, on va dire qu'il a une valeur moyenne de 50, mais une dispersion qui est aussi de l'ordre de 50. Donc si on imagine qu'on est face à des valeurs de pourcentage, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est à 50, plus ou moins 50. Voilà. Si on annonçait les résultats de sondage comme ça, on tirerait moins vite des conclusions sur les résultats. Donc voilà pourquoi lui, on ne peut pas trop lui faire confiance, parce qu'il a une trop grande variabilité autour de sa valeur moyenne. Alors là, je vais revenir sur un grand classique de la statistique. Grand classique de la statistique est le paradoxe de Simpson. Alors là, j'ai repris des données, j'ai tiré ça d'un numéro de Pour la science, qui reprenait un livre de Nicolas Nory, donc Statistique méfiez-vous. Donc là, on suppose qu'on a 100 filles et 100 garçons qui ont passé un examen, ils avaient le choix entre physique et biologie. Donc si on regarde un petit peu, donc, sur les 90 garçons qui ont choisi la physique, 80 ont réussi. Les filles, 10 ont réussi sur les 10 qui ont passé cette discipline-là. Et côté biologie, 4 garçons sur 10 ont réussi, 50 filles sur 90 ont réussi. Si on regarde un petit peu des pourcentages de réussite, c'est qui les meilleurs? Il n'y a pas photo, les filles sont meilleures en physique, les filles sont meilleures en biologie. Bravo mesdames, bravo mesdemoiselles, vous êtes les meilleurs. Ok? Tout va bien? Bon, ben, si elles sont meilleures en physique, si elles sont meilleures en biologie, si je fais le cumul de tout ça, c'est bien les meilleurs. Il n'y a pas de doute. Donc voilà, j'ai 84 garçons qui ont réussi sur les 100, 80 en physique, 4 en biologie, 60 filles ont réussi, 50 en physique, 10 en physique, 50 en biologie. Et donc, voilà le pourcentage de réussite. Alors c'est qui les meilleurs? On fait un vote à main levée? Qui pense que les filles sont les meilleures? Qui pense que les garçons sont les meilleurs? Bon, comme souvent c'est l'abstention qui gagne. Ben, vous voyez ce qui se passe en fait quand on fait le cumul. Le petit biais là qu'on retrouve des résultats cumulés qui sont différents des résultats individuels, ben, vient du fait que là, sur cet exemple fictif là, on a des garçons qui ont choisi en masse une matière plus facile. Vous voyez, ils sont 90 à avoir choisi ça, donc ok, leur pourcentage de réussite est plus faible en physique que celui des filles. Mais quand on fait le cumul de tout ça, ben là j'ai tellement de garçons qui ont réussi que c'est ça qui va inverser la tendance ici. Donc vous voyez que là on peut très facilement rentrer dans une querelle de chiffres en disant mais vous voyez bien que ce sont les garçons les meilleurs. Mais enfin, vous dites n'importe quoi, regardez bien, puisqu'en physique ce sont les filles, en biologie ce sont les filles. Mais enfin, je ne peux pas vous laisser dire ça, regardez les chiffres ne mentent pas. Donc vous voyez que là, on peut vite tourner en rond, dans une querelle, de plus ou moins bonne foi d'ailleurs, parce qu'on regarde les chiffres, si on regarde ça, les garçons sont meilleurs, si on regarde ça, les filles sont meilleures. Voilà. Donc vous voyez qu'encore une fois, les chiffres, ben, il ne faut pas se contenter de les regarder comme ça et puis de prendre l'information de façon brute sans réfléchir. Il faut creuser un petit peu ce qu'il y a autour, ce qu'il y a derrière, pour avoir un raisonnement qui tient la route. Autre grand classique
de la statistique, c'est le lien entre corrélation et causalité. Alors, une corrélation, on va juste jeter un petit coup d'œil à ce que ça peut être, alors on peut le quantifier. Si on s'intéresse par exemple à voilà, la masse d'individus, à la taille d'individus. Alors de façon très grossière, on peut supposer que les individus les plus grands sont aussi les individus les plus lourds. D'accord? Après, il y a des profils un peu gringalés dans mon style, hein, où voilà, je suis peut-être par là et plutôt par là, vous voyez. Mais globalement, on peut supposer que les plus grands sont aussi les plus lourds. Ça peut se traduire, vous voyez, par des points qui prennent cet allure-là, et avec un coefficient qu'on appelle le coefficient de corrélation, qui est compris entre -1 et 1, et quand il est proche de 1, ça veut dire que ces deux variables-là, elles sont liées, elles se ressemblent. Là, j'ai mis un autre exemple, alors c'est des données complètement farfelues, hein, j'ai juste pris ça pour illustrer. Toujours la taille d'individu, et là on s'intéresse à la distance parcourue en kilomètres au volant de leur voiture. Donc là on peut supposer qu'il peut y avoir des grands qui roulent beaucoup, des petits qui roulent beaucoup, et un peu de tout, d'accord? Donc là, a priori, on n'a pas de raison de trouver une allure comme ça qui ressemble à une droite, et ce que le coefficient de corrélation nous traduit avec une valeur relativement faible. Vous voyez, on est autour de 0. Alors, j'ai trouvé ça dans ce roman d'Eduardo Mendoza, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Je conseille, mais ça m'amuse énormément. Il a dit vraiment des choses très amusantes. Donc il y a un personnage complètement farfelu qui a affaire avec la police et notamment avec le commissaire Flores. Et il dit donc ma vie et celle du commissaire Flores avaient suivi des lignes à la fois divergentes et concomitantes. Il montait et je descendais dans une corrélation non fortuite, attendu que ces mérites se fondaient généralement sur mes échecs. Voilà, je trouvais ça super. Vous voyez que là, il y a une petite idée qui arrive quand même, c'est que je parle de corrélation non fortuite. Ces mérites se fondaient généralement sur mes échecs. Là, on a l'impression que voilà, les échecs de l'un impliquent les mérites de l'autre. Et on a parfois, souvent, l'impression de faire que ce raccourci est fait un peu trop facilement entre la corrélation et la causalité. Alors, je veux un petit exemple, alors un peu farfelu, mais ça va nous servir à illustrer certaines choses. Quand on regarde les chiffres, on peut se rendre compte que la fréquence des attaques des requins est fortement corrélée à la vente de glace sur les plages. Faut-il en conclure que manger des glaces nous rend plus appétissant pour les requins? On sent bien que voilà, c'est peut-être pas ça la raison, a priori. Bon. Sur cet exemple-là, on l'entend. Et sur cette question-là, vous voyez, faut-il manger du chocolat pour avoir les prix Nobel? Vous voyez, une question un peu comme ça, manger du chocolat, ça va être un peu la saison. Alors j'ai mis en gris parce qu'on n'a pas forcément besoin de le lire. Dans l'article, on constate qu'il y a une corrélation significative surprenante entre la consommation de chocolat par individu et le nombre de lauréats du prix Nobel. Cet article parle d'une corrélation. Bon, elle est significative, ça c'est un mot pour les statisticiens, mais notez que le titre ici, c'est « Faut-il manger du chocolat pour avoir les prix Nobel ?» D'accord? Là, on fait quand même une causalité. C'est si je mange du chocolat, j'ai plus de chances d'avoir le prix Nobel. Alors attention, n'allez pas tout de suite vous ruer sur le chocolat, parce qu'il y a quand même... notez là aussi que les pays où l'on mange beaucoup de chocolat sont aussi ceux qui engendrent le plus de serial killers et d'accidents de la route. Là, ce sont aussi ceux qui... D'accord? Donc on constate une corrélation entre les deux. Alors, avant de savoir si on dit merci pour le chocolat, ceux qui ont vu le film, on sait qu'on va plutôt basculer d'un côté que de l'autre, entre prix Nobel et serial killer. Hein. Je ne vais pas vous raconter, ceux qui n'ont pas vu. Sinon, si on regarde un petit peu, vous voyez, ça c'est la consommation de chocolat, ça c'est le nombre de lauréats du prix Nobel ramené à la population. Bah, effectivement, il se passe des choses là, vous voyez. On est sur ça, on a une corrélation de 0,79, bah, la corrélation, elle semble être bien là. Consommation de chocolat et serial killer ou ce genre de choses, bah, là aussi, on a l'impression, vous voyez, on n'a pas de problème par ici. Et il n'y en a pas trop dans le coin non plus. Bah, donc la corrélation, elle semble être bel et bien là.
Le petit problème, c'est que dans les titres, vous voyez, qui s'emparent un petit peu de ce genre de résultat, on met tout de suite une causalité. On dit, voilà, c'est ça, va impliquer ça. Le bruit aussi fait grossir. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Le bruit fait grossir. S'il y a trop de bruit, vous allez grossir. Sauf que si je zoome un petit peu là-dedans, sans pour autant y voir un lien de cause à effet. Ah ben, si les chercheurs n'ont pas fait le lien de cause à effet, dans le titre du journal, le lien a été fait. Ça a été immédiat. D'accord ? Donc voilà, là aussi, attention, corrélation, causalité. Il y a peut-être une corrélation dans les chiffres, c'est pas pour autant qu'il faut en tirer une causalité de façon immédiate. On se remonte de Haruki Murakami, la course aux moutons sauvages. Le personnage a dit à un moment, votre hypothèse à vous, dis-je, serait qu'entre ces deux phénomènes, il n'y aurait pas de relation de cause à effet, mais une simple situation de parallélisme derrière laquelle il y aurait un autre mystérieux facteur. Mystérieux. Quel serait le mystérieux facteur qui se cache derrière cette corrélation-là ? Si on vend plus de glace, c'est qu'il y a plus de monde. Ok ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de monde ? La plage, la mer. Il fait chaud. Il fait chaud. Plus il fait chaud, plus on vend de glace. Plus il fait chaud, plus il y a de nageurs, surfeurs dans l'eau, et plus il y a de risque qu'il y ait une attaque de requin. Donc finalement, notre mystérieux facteur, c'est la température, qui crée une situation de parallélisme entre ces deux événements-là, et cette relation-là, elle n'a pas existé. Elle est simplement mécanique, liée au fait qu'il y a un facteur qui engendre ces deux phénomènes-là. Donc quand on dit, ah ben là, tiens, c'est peut-être que c'est appétissant pour un requin, quelqu'un qui a mangé de la glace, ben peut-être pas. D'accord ? Ou alors il faudrait le démontrer, il faudrait faire des études, soumettre des morceaux de ce que vous voulez à des requins une fois qu'ils ont été trempés dans la glace, je ne sais pas, mais voilà, c'est des études qu'il faudrait faire pour arriver à confirmer ces choses-là. Alors en statistique, on a quand même un petit outil pour essayer de détecter ce genre de choses. Donc ça, c'est une matrice avec des corrélations. Donc si X, c'est la température, Y, les ventes de glace, Z, les attaques de requins. Bon, ça, c'est des chiffres complètement farfelus, c'est juste pour illustrer un petit peu le truc. Ben voilà, j'ai des corrélations très fortes entre X et Y, entre X et Z, et entre Y et Z. En statistique, on a cet outil qui s'appelle les corrélations partielles. Corrélation partielle, en deux mots, ça veut dire que je peux calculer la corrélation entre deux variables, deux événements, indépendamment d'un troisième. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'entre X et Y, j'ai une corrélation partielle qui tient encore une grande valeur. Alors, la corrélation entre X et Y, débarrassée de l'influence de Z. Voilà, je m'y perds un petit peu. Et donc, si on regarde la valeur qui a nettement diminué, c'est la corrélation entre Y et Z, indépendamment de X. Vous voyez ? Donc là, on a un outil mathématique, un outil statistique, qui est un autre indicateur. C'est pas la corrélation, comme on l'a ici, c'est une corrélation partielle, où on va enlever dans le lien entre deux variables tout ce qui pourrait être influencé par une troisième variable. Une troisième davantage. Alors là, c'est un peu subtil. Je l'ai quand même laissé. On a deux individus qui discutent. Alors, on va dire lui sans cheveux, là c'est avec cheveux. Sans cheveux, dit à l'autre, avant, je pensais que la corrélation impliquait la causalité. Puis j'ai suivi un cours de statistique, maintenant je ne le pense plus. Avec cheveux lui répond, ah ben on dirait que suivre ce cours t'a aidé. Et l'autre répond, peut-être. Pourquoi c'est subtil ça ? Parce que sans cheveux a constaté que le fait de ne plus croire que corrélation impliquait causalité était intervenu au même moment où il suivait ce cours de statistique.
Mais il est devenu prudent, il n'en tire pas pour autant la conclusion que l'un a impliqué l'autre. D'où sa réponse peut-être. Subtil, hein, là, le niveau est monté un petit peu là. Mais bon, on va revenir après. Voilà, ça va être du site XKCD, qui est une mine pour tout, voilà, de cartoons de ce genre-là, pour toutes les disciplines scientifiques. Si vous y allez tous les jours, il y a une nouvelle qui est tirée au hasard, qui vous est présentée à la une tous les jours. Donc celle-là, je l'ai trouvée admirable. Bon, après, les corrélations, vous pouvez utiliser des corrélations partielles. Manifestement, vous ne trouverez pas forcément de lien, de mystérieux facteur qui sera par là ou pas. Vous avez ce site, la Spurious Correlation, il y a même un livre qui a été fait, qui, dans des tas de données, a trouvé des corrélations assez surprenantes, comme le nombre de personnes qui se sont noyées dans leur piscine, qui corrélait avec le nombre de films dans lesquels Nicolas Cage est apparu à l'écran. Le taux de divorce dans l'État du Maine avec la consommation de margarine et la consommation de mozzarella avec les diplômes de doctorat en génie civil. Voilà. Là, a priori, trouver un mystérieux facteur qui dirait tout ça serait un peu délicat. Extrapolation. Alors ça, c'est un sujet, je l'ai ajouté très récemment parce que je suis tombé sur cet article-là. Vous voyez, qui date du 18 décembre. Qui nous dit la parité entre les femmes et les hommes au travail prendra encore plus de 2 siècles. Donc les inégalités de salaire, l'écart de salaire est encore de près de 51%, les inégalités de salaire entre hommes et femmes sont légèrement réduites, etc., etc. Et en gros, ils nous disent au rythme actuel, les inégalités entre hommes et femmes, dans la plupart des domaines, ne seront pas éliminées avant au moins 110 ans. Il faudra 202 ans pour réduire l'écart au travail, etc., etc. Il y a plein de chiffres dans cet article, j'avais juste un petit extrait, il y a vraiment beaucoup de chiffres. Le truc qui m'interpelle un petit peu, bon, au rythme actuel, ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire qu'on a pris l'évolution des salaires des hommes, l'évolution des salaires des femmes, on a mis une droite et on a prolongé ces droites. Ben, c'est ce même travail-là qui avait été fait il y a quelques années, 1992, un article dans la revue Nature, qui disait que ben, les femmes iront bientôt plus vite que les hommes sur le marathon. D'accord? Et donc, vous voyez, à partir de courbes comme celle-là, voilà les records des hommes au marathon, voilà comment ils évoluaient. Les records des femmes évoluaient comme ça. Donc en 92, date de cet article-là, ben, ils avaient déduit qu'en 98, hommes et femmes couraient le marathon à la même vitesse. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité du marathon, mais on n'y est pas. D'accord? Le record du monde du côté homme, il vient de passer sous les 2h02, chez les femmes, il est autour de 2h15. Et en fait, voilà, docteur Jean-Pierre de Mondenard, qui est un site autour du dopage notamment, ben, il a dit, mais pour une triple question d'oxygène, d'hormones et de morphologie, les marathoniennes ne rattraperont jamais leurs collègues masculins. Il dit, manifestement, voilà, ça ne peut pas. Or là, vous voyez, juste sur un système d'extrapolation, on avait déduit que voilà, il y aurait un point de jonction sur les courbes des records en 1998. Et moi, quand je dis ça, je dis, mais pourquoi on s'arrête en 98? Continuons. Vous voyez, pourquoi s'arrêter en 98? Pourquoi s'arrêter au point de jonction des deux droites? Pourquoi ne pas aller plus loin? Ben, voyez, là-dessus, ils sont allés plus loin. Donc là, on a ce monsieur se demande pourquoi cette dame le regarde un petit peu bizarrement. Ben, la raison est simple, c'est que ben, si cette dame aime ce monsieur de plus en plus chaque jour, donc plus qu'hier et moins que demain, ben, si on prolonge la droite, mais pas vers l'avenir, mais vers le passé, ben, en fait, elle le détestait avant de le connaître. D'accord? Je vous ai fait un petit graphique. La quantité d'amour que cette personne ressent pour celle-là en fonction du temps. Ça, c'est la date de la rencontre. Donc, depuis qu'ils se connaissent, ils s'aiment de plus en plus chaque jour. Donc, j'ai une belle droite là, je la prolonge vers ici. Donc, ça veut bien dire qu'avant de se connaître, alors après, supposer que, vous voyez, j'ai mis un 0 ici, quand on passe en négatif sur une cote d'amour, on bascule dans la haine. Bon, après, je
je vous laisse remettre tout ça avec les sentiments que vous voulez, mais voilà un petit peu les dangers de l'extrapolation qui sont exprimés ici. Allez, on va regarder quelques images. On va regarder quelques graphiques, parce que la statistique sont des indicateurs statistiques, ce sont aussi des représentations graphiques. Alors là, il y a un très grand classique aussi, dès qu'on s'intéresse sur le sujet, sur la visualisation de données. Donc des travaux dus à M. Anscombe en 1973, où il a généré ces données-là. 4 couples XY, d'accord, le premier avec XY, le deuxième XY, troisième XY, quatrième XY. Dans chaque cas, vous faites la moyenne des X, ça vaut 9. La moyenne des Y, 7,5. La variance des X, 11. La variance des Y, 4,125. Et la corrélation entre les deux, 0,816. D'un strict point de vue de ces indicateurs statistiques, ces couples XY sont strictement identiques. Si on fait un graphique, voilà ce qui se passe. Ça, c'est le premier couple XY, celui-là, c'est le second, le troisième, le quatrième. Pour le quatrième, on peut le repérer, hein, vous voyez, vous n'avez que des 8 en X, sauf un 19 ici. Voilà, je ne vais pas mentir, c'est bien les valeurs qu'il y a là. Donc vous voyez, en quoi le graphique, finalement, va apporter un point de vue différent, un point de vue complémentaire sur des données, donc complémentaires des indicateurs statistiques qui sont là. Donc Anscombe, ça date de 73, cette petite phrase que j'ai extraite en haut. Ça a été remis au bout du jour, vous voyez, il y a des personnes qui ont fait ça en 2017, sur la même idée. Ils ont pris des couples XY qui ont toujours la même moyenne, le même écart type et la même corrélation, sauf qu'ils ont dessiné des trucs comme un petit dinosaure. Voilà. Et donc tout ça, vous avez à chaque fois même moyenne de X, même variance de X, même corrélation entre les deux. Voilà, c'est juste un petit truc un peu fun. Ils ont appelé celui-là le Datasaurus, nouvelle espèce de dinosaure qui a été découverte. Donc des graphiques, en 3 clics de souris, vous pouvez faire ça dans n'importe quel tableur, que ce soit Excel ou les équivalents gratuits et libres, LibreOffice, OpenOffice. Vous voyez là avec 5 petits chiffres qui correspondent, je ne sais pas, par exemple, à un nombre d'étudiants dans des filières, maths, physique, histoire, bio, ce que vous voulez. Voilà, on peut faire un diagramme en bâton, on peut faire des diagrammes circulaires, et pour ceux qui ont des enfants au collège ou au lycée, je pense qu'ils connaissent Pronote. C'est comme ça qu'on voit les notes de nos enfants, avec les différentes matières. Là, on va de 0 jusqu'à 20. On voit différentes matières. On peut aussi avoir la moyenne de la classe représentée aussi de la même façon. Oui, j'ai mis un petit Spider-Man, hein, c'est juste que ce graphique-là, on l'appelle parfois Spider-Plot ou Radar-Plot. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ces graphiques? Déjà, ils ne donnent pas la même impression visuelle. Et quand on regarde ici, est-ce que vous êtes convaincu que la partie en bleu, elle représente la même quantité que la partie en jaune? Pourtant, c'est le cas. Hein. A, c'est 30, C, c'est 30. Sauf que là, vous voyez, on a la part du camembert qui est face à nous, là, le petit effet de perspective avec la 3D. On prend du jaune dans la figure un peu plus que ce qu'on devrait. Alors maintenant, regardez ce qu'on peut faire aussi. Si je m'intéresse à ces effectifs dans les filières, voilà, une année et puis une autre année. Ben là, je peux très bien faire des bâtons côte à côte, qui vont me représenter l'année 1, l'année 2. Je peux mettre 2 Spider-Man sur ma toile, vous voyez, ça reste comparable. Et après, je peux faire des trucs immondes. Des diagrammes Tor, alors j'ai mis Tor à côté, c'est qui n'est pas pareil, parce que vous pouvez plus un petit peu. Donc là-dessus, il faut bien voir que on va essayer de comparer des choses. Alors là, je ne sais même pas comment faire en fait un graphique comme ça. Vous voyez, parce qu'il faut considérer qu'on regarde l'angle à partir du centre, mais comparer le jaune ici avec le jaune ici, enfin bon, c'est voilà, absolument illisible comme un truc. C'est joli, ou pas. Et là, je me suis amusé à un petit jeu, vous voyez, j'ai pris XY et après j'ai inversé YX. Et là, il faut juste voir en fait que la grandeur qui est là en bleu, c'est la même que celle qui est en rouge ici.
Voilà, comme vous avez le code, mais hop, il s'affine au bout d'un moment. Donc là, on voit beaucoup moins de rouge que de bleu ici. Et ça se fait en 2 clics de souris, pareil, sur n'importe quel tableur. Bon, ça, j'en ai pas vu très souvent, des trucs comme ça, mais je veux dire que malheureusement, ça existe. Alors là, vous pouvez y aller, dès que vous croisez un journal, un truc comme ça, dès qu'il y a des graphiques en 3D, arrêtez-vous un petit moment, regardez. Moi, j'aime bien celui-là, je sais pas, des fois, je mets un titre «Chercher l'erreur». Vous voyez ? Alors, je vais vous aider un petit peu. Vous avez le 1,5% ici, le 1,5% ici. Sinon, vous avez du 11%, mais vous avez le petit 11% et le grand 11%. C'est à vous de voir. Là, je soupçonne que les valeurs numériques ont été arrondies, mais pas les valeurs qui ont servi à faire le graphique. Donc, je me dis que là, c'est peut-être 10,7 et là 11,3 par exemple, 11,2. Le chiffre, on l'a coupé à 11, mais le graphique, il a été fait avec la valeur non arrondie. Voilà. Juste un petit truc comme ça. Alors là, je ne sais pas si vous le reconnaissez, moi j'ai pas de très bonne qualité, Steve Jobs, ancien patron de Apple, qui présentait les parts de marché pour les smartphones il y a quelques années. Le leader, bon, c'est le groupe en bleu, la photo. Le deuxième, c'est pour qui? Quelle couleur? Le vert? On est d'accord? Voilà. Ah ben non. Et non, la deuxième plus grande part, c'est la violette qui est là-haut. Sauf qu'avec un effet de perspective, vous voyez que ce camembert-là, l'angle, il part de là. Vous voyez que là, c'est pas vraiment le centre de ce cercle-là. Vous voyez, avec la perspective, là, c'est plus court ici que là. Et donc, si vous voulez mettre un peu plus en évidence que, vous voyez, enfin, Steve Jobs, Apple, il a bien mis devant, il n'a pas mis derrière. Vous voyez, pour donner une impression. Alors après, on peut dire, non, mais on ne triche pas, on a mis les chiffres. Je dis, ok, mais quand vous présentez ça, les gens regardent comme ça l'impression de camembert de loin, pour les chiffres, on les regarde sur le même temps. Là, on y va, qui est la plus grande part? Le ciel. Le ciel, la deuxième. Là, vous commencez à douter maintenant. Là, La bleue. il nous a fait le coup une fois. Voilà. Alors si un jour on partage un gâteau comme ça, si on vous propose un 20% ou un 20%, bon, si vous aimez le gâteau, bref, encore une fois, c'est un effet de 3D, un effet de perspective qui va perturber un petit peu ce que nous on va percevoir avec notre œil comme ça. Notre grand classique, là j'ai pris des données comme ça au hasard, juste pour m'amuser. Voilà, on a quelque chose qui évolue au cours du temps, on a ces valeurs-là. J'ai fait un graphique. Alors là, si c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise, là c'est pas bon. Sinon, on peut faire ça aussi. C'est le graphique qui est fait avec les mêmes chiffres, hein, d'accord, hein, là j'ai le 300, c'est bien le même ici, autant 1, autant 4, je redescends à 260, voilà. Vous voyez que là, le message, bon là en plus j'ai mis un peu de rouge, parce que rouge, vous voyez, ça brûle tout ça, c'est l'eau chaude, attention, ça brûle. Le bleu, ciel bleu, grand ciel bleu, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Donc vous voyez que là, on peut facilement donner une impression comme ça rapide qui peut être un petit peu biaisée. Petite image d'archive extraite d'un hors-série Paris Match et l'histoire, l'Amérique de Kennedy. Si on regarde un petit peu les graphiques qu'ils présentent, si vous regardez les échelles des axes, vous verrez qu'il n'y en a aucune qui commence à 0. Donc c'est le petit phénomène d'avant, vous voyez, pardon, parce que je n'ai pas attiré votre attention dessus peut-être. Là, j'ai resserré comme ça latéralement, là j'ai étiré, et j'ai aussi changé les échelles. Là je démarre à 0, donc de 0 à 350, et là je démarre à 220. Et donc de 220 à 300, il y a des effets nettement amplifiés. Ben là,
Je veux dire, le discours qu'il est en train de tenir avec cette présentation-là, ben on l'entend. Il nous parle du produit intérieur brut, de la production industrielle, du revenu personnel disponible, les profits avant taxes, les salaires, et ça, c'est le taux de chômage. Ben, le discours, on l'entend, c'est en gros, ben, tout va très bien, tous les indicateurs sont au vert. Et donc, pour faire passer ce message-là, ben, il ne faut pas faire partir des échelles à zéro. Il faut amplifier le plus possible les effets. Donc, du coup, on va prendre des échelles qui démarrent à 100 quand le maximum est à 120. Alors, notez qu'il y a une petite exception. Il y en a une qui commence à 0. C'est celle-là. Sauf que, elle commence à 0, mais là, il y a des pointillés et on attaque à 5 après. Ben là, le message, c'est quoi? On parle du taux de chômage. Ben, on est à 5, c'est comme si on était à 0. Quoi. Voilà. Donc, le plein emploi, on y est. On y est là. L'an prochain, je reviens avec les mêmes graphiques, tout le monde a du travail. Voilà. Donc, vous voyez, le message là qui est apporté, on n'entend pas le discours, mais on sait comment il est tenu. On sait ce qu'il y a raconté là-dessus. Là aussi, mois d'avril 2018, communiqué de presse de la SNCF, le taux de participation à la grève du 18 avril. Donc ça, c'est le 13 avril, 22,5%. Ça, c'est le 18 avril, 19,84%. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc si on regarde que ça, le taux de gréviste a été divisé par 2, voire un peu plus. D'accord? Bah, du coup, j'ai refait ces graphiques. Donc voilà, j'ai refait à peu près le même, hein. J'ai pas tassé de la même façon, mais là, si je pars à 18,5 et je vais jusqu'à 23, voilà ce que je vois. Ben là, ce que j'aurais pu, alors ce que j'aurais dû, je sais pas, de me dire, j'aurais pu faire ça. Là, je démarre à 0 et je vais jusqu'à 25. Il reste une place là. Qu'est-ce que j'aurais dû faire en plus? Ben, c'est un pourcentage, donc je suis entre 0 et 100. Donc voilà. Donc, lequel est le bon? Troisième? Je sais pas. Je sais pas quel est le bon. Les choses par exemple, comme le trait d'enfant. Voilà, mais tout ça, voilà, vous voyez que le message que je vais vous faire passer, c'est que en fonction du graphique, on voit que l'histoire qui va être racontée, enfin l'histoire que le lecteur va percevoir, elle va être radicalement différente. Là, ça n'a pas bougé, là, la grève, elle est terminée demain, en fait, et là, c'est... Mais en fait, il n'y a jamais eu de problème, quoi. C'est pas un si petit pourcentage de grévistes qui va mettre dans le bazar. Je ne sais pas si vous avez pris le train à cette époque-là, mais... J'ai pu souvenir un peu de cours de cette période. Allez, je finis autographique avec un petit mot, donc j'arrive au cours 42 sur 48, 6, on y est presque, avec quelques petits mots de cartographie. Oui, la cartographie, c'est comment représenter des informations sur une carte. En devinette, c'est la carte de quoi, ça? De France. Voilà, donc en management, c'est la carte de France. Voilà. Je suis tout à fait d'accord, la réponse est juste. Si j'étais enseignant, je ne sais pas si je mettrais tous les points dans une réponse comme ça, mais bon. D'après vous, que représente ce dégradé qui va du bleu dans le sud-ouest à du jaune et rouge de l'autre côté? À la pluie. Voilà, c'est la carte qui représente les zones de France où on dit chocolatine et pain au chocolat. Donc j'ai trouvé ça il n'y a pas si longtemps finalement, vous êtes plutôt pain au chocolat ou chocolatine. Moi j'avoue que le débat je ne comprends même pas parce que... voilà. Voilà, chocolatine et pain au chocolat. Quand vous me confondre les deux, franchement. Bon bref, tout ça, voilà, la cartographie, c'est un autre type de représentation graphique. Et alors,
Pour finir encore avec une petite citation, la semaine de l'Odyssée américaine de Jim Harrison. Moi je trouvais ça, enfin voilà, ça m'a parlé un petit peu parce que voyons, je ferai presque un test à main levée. Qui a déjà eu sur son frigo la carte de France par département ou par région? Ah si, j'ai vu au moins 2-3 mains se lever, voilà, bon, c'est vrai, je suis pas le seul, alors c'est bien. Donc là, voilà, il y a le personnage qui est l'enseignant, discute avec un de ses élèves, l'élève, donc voilà ce qui se passe. Un jour en septembre, un étudiant morose, parmi tant d'autres, m'avait dit qu'au cours de ses vacances d'été passées avec ses parents à sillonner le continent, il avait remarqué qu'énormément d'États se ressemblaient. Je lui avais rétorqué que la Terre était là avant qu'elle ne soit divisée en États, et il avait répondu « Je pense que vous avez raison. Je pense que vous avez raison. » Je lui avais demandé si enfant il avait vu un puzzle des États-Unis. Il m'avait répondu en souriant, comme si une ampoule de 30 watts venait de s'allumer dans sa tête. Nom d'un chien, c'est ça le problème. Sur ce puzzle, les États voisins étaient tous de couleurs différentes. Voilà. Donc, je trouvais que c'était très sympathique et finalement assez révélateur de l'impact que pouvait avoir une représentation graphique et une cartographie. Vous voyez, sur un truc comme ça, ben, quand on est enfant face à ça, ben, on pourrait ne pas comprendre pourquoi, quand on passe du Kansas au Colorado, ben, les choses soient exactement les mêmes quand on regarde le paysage, alors que là, on voit passer bien du jaune au bleu. Donc, voilà, et donc, je trouvais assez sympathique d'arriver vers la fin de cette présentation là-dessus, vraiment en insistant sur le fait que l'image qu'on peut avoir, ou l'image que l'on peut se recréer à partir d'une représentation graphique et là d'une cartographie. Le dernier mot de cette affaire, ben c'est un petit peu ça. Alors c'est une parabole, je n'ai pas cherché tout l'historique de cette histoire, ça s'appelle « 6 aveugles et un éléphant ». Ben, je me sers de plus en plus de cette image pour parler de statistiques. Alors pourquoi je me sers de ça? Parce que je me dis que ben, quand je suis face à un jeu de données, face à des chiffres, ben, quand je calcule une moyenne, c'est comme si je m'intéressais à des aspects de mes données. Quand je calcule une médiane, je prends un autre point de vue dessus. Je calcule une variance, je peux avoir ça. Je fais une représentation graphique, j'aurai encore un autre point de vue. Et vous voyez que si on regarde un seul indicateur statistique, la moyenne, comme le salaire moyen de tout à l'heure, ben, j'aurai une information, mais elle sera extrêmement partielle par rapport à la richesse de mes données. Ben, c'est comme si face à un éléphant, voilà, on n'attraperait que la queue, on dira, ben, tiens, j'ai une corde dans les mains. Vous voyez, donc c'est à peu près au même niveau que la moyenne par rapport à toute une série de données, ben, c'est juste la queue de l'éléphant. Et donc petit à petit, ben, voilà, je veux dire que mon boulot d'ingénieur en statistique, quand j'accompagne des projets de recherche, notamment beaucoup de biologistes, face à des jeux de données, ben, j'essaie de les accompagner pour qu'on multiplie des points de vue sur un jeu de données et que l'histoire complète qui est racontée, ben, finalement, à l'arrivée, ressemble à un éléphant et pas à des petites vues parcellaires. Voilà, ça nous amène vers un peu ce qui est on va appeler biologie dite intégrative, biologie des systèmes, ce genre de choses, où on va cumuler des points de vue différents sur un phénomène biologique et par des indicateurs, des méthodes statistiques, multiplier les points de vue pour essayer de raconter toute une histoire biologique. Voilà, c'était la conclusion de mon propos et je vous remets la présentation et je vous remercie d'être venu et de votre attention. Bon, alors il faut quelqu'un qui commence, quelqu'un qui cite des statistiques par exemple pour ouvrir le débat. Bon, plutôt pas, non, plutôt pas. Allez, quelqu'un qui n'a pas peur là. Statistiques. Oui. Oui, bonsoir. Parmi les représentations statistiques un peu erronées qu'on trouve souvent dans la presse, ce sont les représentations par tranche, notamment par tranche d'âge. Et je me souviens par exemple de représentations qui montraient les taux d'accident par tranche d'âge, les taux d'accident de la route par tranche d'âge, qui étaient évidemment très falsifiés, parce qu'on voyait par exemple la tranche
tranche de 18 à 25 ans. Après, il y avait la tranche de 25 à 45 ans, et puis la tranche de 45 à 75, par exemple. Donc avec des tranches qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, et qui la statistique était présentée de cette manière. Est-ce que vous pouvez dire si vous avez des commentaires sur le sujet? Disons que ça revient un petit peu à l'idée, je trouve, sur la notion de pourcentage. C'est-à-dire qu'effectivement, le découpage en tranches, alors il faut effectivement regarder les intervalles et les extrémités où elles se trouvent. Et en fait, parfois, alors, je dis ça revient à la notion de pourcentage parce que sur une tranche d'âge, il faut voir le nombre d'accidents, ce genre de choses, mais rapporter à la population de la tranche d'âge aussi. Et c'est vrai que récemment, alors je ne sais plus exactement à quel sujet c'était, mais on parlait d'une augmentation extraordinaire de 50%. Il faut juste avoir conscience que passer de 2 à 3, c'est une augmentation de 50%. Voilà. Donc il faut aussi se méfier des pourcentages avec des événements très rares. Voilà. Et je me dis que ce qui se passe dans les découpages en classe, il y a un peu la même idée. Il faut faire attention aux découpes, il faut avoir des tailles de population pas équivalentes, mais en tout cas être bien clair sur des pourcentages, sur la notion d'effectif qu'il y a à l'intérieur. Sinon, effectivement, on peut très clairement biaiser ce genre de choses. Bonsoir. Ma question, elle va porter sur la génétique, c'est un peu dramatique, parce qu'effectivement, le passage de corrélation à causalité fait très souvent dans les médias ou dans des conférences, quand on veut simplifier les choses. Donc ma question c'est comment en fait, ce que tu nous as raconté là, faire qu'au niveau des journalistes, au niveau de cette chose-là soit métabolisée, dire un petit peu. Parce qu'on a bien vu dans un des articles que tu as montré, où le titre faisait le saut de corrélation, et où la première phrase qui était une des phrases dans l'article était sans qu'il y ait de lien de cause à effet, comme les chercheurs le disent, etc. Et donc il y a cette idée que le lien de cause à effet va attirer du lectorat, quelque part. Et est-ce qu'on pourrait, parce qu'il faut passer par là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour montrer que le lien de cause à effet, quand il n'est pas justifié, en fait, il va arrêter le lectorat à un moment donné parce que c'est faux. Je ne sais pas comment faire. On se heurte tous à cet aspect-là dans la communication des médias. Moi, je dirais, justement, quand je présente ce genre de choses, quand je fais des formations, justement, je prends l'exemple de manger des glaces et d'attaque de requin pour mettre en évidence le côté absurde de tirer une causalité d'une corrélation. Et donc, moi je mise là-dessus, et bon, ok, en général, je parle, oui, attaque de requin, morte de glace, ça fait rire tout le monde. Sauf que après, je dis aux collègues, je dis oui, mais si un jour tu constates une corrélation entre le gène que tu connais bien, que tu étudies depuis plusieurs années, et l'augmentation de tels métabolites dans le sang, dans les urines, dans ce qu'on veut, est-ce que tu arriveras à ne pas en tirer la notion de causalité en disant « Ah, mais tiens, quand il y a tel métabolite très abondant dans le sang, alors tel gène va s'exprimer davantage ?» Et là, c'est vrai que le sourire se fige un petit peu, quoi. On dit « Ah ouais, non, effectivement. » Et en fait, alors, il y a une petite histoire, c'est vrai que je ne l'ai pas mise ici, mais quand on regarde un petit peu sur Internet le lien entre corrélation et causalité, on tombe un petit peu... Joseph, peut-être tu pourras m'aider. C'est Karl Pearson, je crois, qui avait sur le lien entre fumée et cigarettes et le cancer du poumon. Et lui, il avait dit, non, ok, on a constaté la corrélation. Les gens qui fument beaucoup ont aussi plus souvent un cancer du poumon. Mais il avait dit, mais est-ce que ça pourrait pas être une causalité inverse ? C'est-à-dire les personnes qui commencent à ressentir les prémices des désagréments au niveau de leurs poumons se mettent à fumer parce que ça les soulage. Vous voyez, bon. Mais ce qu'il y a dans l'histoire, quand on lit cette histoire-là, il a fallu 20 ans pour montrer que la causalité, elle était bien dans le fait de fumer implique davantage de cancer du poumon. Mais l'un des statisticiens éminents, alors c'est Pearson ou Fisher,
Ed Fischer, enfin bref, un éminent statisticien, qui avait dit « Ok, la corrélation est liée, il n'y a pas de problème, on l'a tous vu. Est-ce que la causalité ne pourrait pas être dans l'autre sens ?» Il a fallu 20 ans d'études, voilà, médicales, épidémiologiques, tout ce qu'on veut, pour montrer que la causalité était vraiment dans ce sens. Et c'est vrai que le raccourci, c'est plus rapide de dire « J'ai une corrélation, tiens, voilà, du coup, ça implique ça. » Ben non, ça veut dire qu'il faut faire des études pour arriver à montrer tout ça. Et donc voilà, pour faire passer le message, communiquer avec ce genre d'exemple absurde, c'est l'exemple le plus historique justement de dire ok, corrélation, mais la causalité c'est comme ça ou comme ça. Et il faut mettre en place plein d'études pour arriver à trouver justement dans quel sens ça se passe. Ou si, dans l'exemple de Murakami, il n'y a aucun lien de causalité entre les deux, mais un troisième phénomène qui ferait qu'on a cette situation de parallélisme qui était évoqué dans la citation. Je voudrais faire une petite remarque sur les pourcentages. C'est vrai que 0 et 100%, on le traite en mathématiques comme si 0 c'était moins l'infini et 100 c'est plus l'infini. C'est-à-dire que c'est des choses qui n'arrivent pas. C'est-à-dire le taux de maladie inférieur à 0,001, c'est un idéal quasiment inaccessible. Donc ça, toutes les méthodes qu'on va utiliser pour gérer les représentations, elles vont faire comme si on envoyait des extrêmes à l'infini. Et ça, c'est l'artifice mathématique, mais qui est utilisé par tous les logiciels et toutes les méthodes qu'on doit expliquer. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que malgré tout, toi, tu es mathématicien, il y a quand même, pour comprendre la subtilité de certaines de ces méthodes, il faut parfois faire un effort de théorisation. Donc, par rapport à la question de Carnot-Tocqueville, pour moi, il y a ce que tu fais comme travail et auquel je fais un truc un peu similaire, c'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de développer une culture scientifique chez le plus grand nombre, y compris chez les journalistes, pour empêcher de dire des énormités, des transformations de résultats scientifiques en raccourcis trop simples. Et ça, c'est pas possible de le faire simplement. On ne peut pas dire qu'il y a une solution pour faire grimper le niveau de culture statistique minimale de la population, pour qu'on n'ait pas à faire appel à des experts statistiques pour nous expliquer des articles qui paraissent dans la presse. Donc, quelque part, l'idée, et ce qui est intéressant de faire des interventions dans des associations publiques comme ça, c'est de dire que l'idée, c'est de dire oui, il faut faire monter la culture du chiffre dans la population pour qu'il y ait une autonomie de la compréhension des phénomènes qui ont mené et que ça cause aussi les journalistes. Donc, moi, la première chose que je dirais, il faudrait qu'il y ait des cours de statistiques et de mathématiques dans les écoles de journalisme et pas que de la formation littéraire à la rédaction d'articles. Oui, je reviens un petit peu sur l'exemple cancer que tu disais, oui, où on dit de plus en plus, c'est plus, semble-t-il, plus des questions de corrélation que de causalité. L'aspect génétique est important dans tel cancer et tel autre. Et puis après, on se rend compte que l'aspect alimentation est important aussi. Est-ce qu'il y aurait un lien entre l'alimentation et la génétique ? Peut-être, il y a le lien de la famille, que les habitudes alimentaires se transmettent relativement bien de génération en génération, un petit peu moins maintenant parce qu'il y a beaucoup plus de mixité géographique, enfin de déplacement géographique, mais les habitudes alimentaires sont bien transmises en fait. Et donc, je me demande si quand on parle d'influence génétique, tant qu'on n'a pas trouvé, enfin on parle beaucoup plus je pense, de corrélation d'une façon générale, on constate beaucoup plus de corrélation que l'on trouve de causalité. Et je crois que sur cet aspect cancer, enfin moi j'ai souvent pensé, il y a une corrélation familiale, ce qui est différent de la corrélation génétique proprement dite. Et
je pense que c'est quand même à réfléchir en soi. Enfin, moi, j'avais souvent pensé avant ton truc, mais ton exposé m'a aidé à l'exprimer autrement, quoi. À l'exprimer en termes de corrélation et pas de causalité. Je voulais juste dire ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, puis je trouve que ça aborde un autre sujet, c'est ce qu'en statistique on appelle parfois la confusion des effets. En général, quand je parle de ça, je prends un exemple, vous voyez, je vais faire une expérience, je veux montrer que une molécule que j'ai inventée est plus efficace qu'un placebo. Donc je prends 10 individus, je leur donne ma molécule miracle, et puis je vais doser quelque chose, je constate, oui, génial, le taux de ce qui n'était pas bon a diminué. Je donne à d'autres le placebo, et je constate que le taux n'a pas diminué. Donc quand je décris ça, ok, a priori tout va bien. Là, il commence à y avoir une confusion des effets. Bon, je vais donner des petits exemples comme ça à la volée. Si les 10 personnes à qui je donne ma molécule miracle sont des hommes, et les 10 personnes à qui je donne le placebo sont des femmes. Donc là, je confonds les effets molécule contre placebo avec l'effet homme-femme. Donc je serais incapable de dire si ce que j'observe après dans mon dosage qui a diminué significativement, ben c'est dû soit à la molécule, soit au fait d'être un homme. Et ça, vous avez tout un tas d'expériences comme ça qui se font. Moi, je travaille avec des collègues où, voilà, sur la planification de l'expérience, je vais traiter tous mes échantillons contrôle un jour et puis tous mes échantillons traités le lendemain. Ben là, si je vois une différence entre mes échantillons contrôle et traités, est-ce que c'est lié vraiment au traitement ou à l'effet jour? Parce qu'hier il faisait beau, aujourd'hui il pleut. Vous voyez, donc il y a tous ces phénomènes de confusion d'effets qu'il faut avoir en tête. Donc c'est un peu ce que tu décris avec, voilà, est-ce que c'est la génétique ou est-ce que c'est un héritage finalement comportemental? Donc là, avec cette confusion d'effets, on n'apprend pas forcément la réponse. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame tout à l'heure et en même temps sur votre slide concernant le média grand public qui s'inspirait des travaux de recherche. En fait, je pense que c'est toute la chaîne qu'il faut soigner, c'est-à-dire que déjà il y a une première déformation qui vient entre ce que dit le chercheur d'une part et ce que dit le service de communication de l'université. Ensuite, donc en fait, j'étais tombé sur une caricature où comment le propos du chercheur est déformé constamment pour atterrir que telle chose vous tue, attention, il faut acheter ça. Parce qu'à la fin, ça devient du charlatanisme presque. C'est-à-dire qu'on vous décrit un danger presque imaginaire, si vous voulez, et ensuite, il faut se protéger de ce danger qui s'amplifie au cours de la chaîne d'information. Ouais, mais ce que vous décrivez là, c'est voilà, en raccourci, c'est l'extrait que je présentais du 20 minutes ou du métro, ou avec, voilà, comme c'était dit, une corrélation entre ça, et dans le titre, le bruit fait grossir. Voilà, mais finalement, toute la chaîne que vous décrivez, ben là, il est raccourci en deux éléments, finalement, je suis entièrement d'accord avec ça. Merci pour la réponse. J'essaie de rebondir sur ce que vous venez de dire, qui est intéressant, à propos des hommes et des femmes. En biologie, bon, c'est sans limite, parce qu'en fait, le nombre de facteurs invoqués, il est très très grand. On peut invoquer tout, l'alcool, les métabolismes, enfin, on est aligné comme ça. Donc la question, en fait, entre corrélation et preuve, c'est à partir de quand et comment un statisticien décide qu'il y a une relation de causalité. Oui, quand vous poussez devant l'infini, on ne pourra jamais de relation de causalité, parce qu'on pourra toujours invoquer un facteur nouveau qui est de nature à biaiser la chose. Alors, je pense qu'il y a un point, notamment avec Joseph à Saint-Pierre qui a parlé tout à l'heure, c'est un collègue de l'université, on discute très régulièrement. Sur la notion de causalité, je vais faire très grossièrement, je ne pense pas qu'un statisticien puisse un jour établir une relation de causalité entre deux événements. Une corrélation partielle, on peut regarder tout ça, établir une causalité, mais ça dépend du champ disciplinaire dans lequel on se place. Donc ce sont des pneumologues, des cancérologues, des oncologues qui vont dire que le fait de fumer implique un plus grand risque de cancer du poumon.
Statistiquement, ce que l'on peut faire, c'est planifier des expériences ou avoir des études épidémiologiques où justement, on va essayer de contrôler le plus possible les multiples facteurs que vous avez évoqués. Alors il y en a auxquels on pense, et donc là on va essayer de les contrôler, et il y a ceux auxquels on ne pense pas. Et pour tous les facteurs auxquels on ne pense pas, ben la ressource, alors je veux dire quasi imparable que l'on a en tant que statisticien, c'est le tirage au sort. Voilà. Je vais tirer au sort les individus. Et comme je les ai pris complètement au hasard, a priori, je ne suis pas censé avoir de biais dans la composition de mon échantillon. Donc si je prends 10 personnes au hasard pour ma molécule magique, 10 personnes au hasard pour un placebo, le hasard me dit que, a priori, je n'ai pas de biais dans mes constitutions d'échantillons. Un hasard qui est le vôtre aussi. Vous n'avez pas parlé de hasard sur la planète non plus. Ça, c'est effectivement un autre sujet, parce que pour faire du hasard, on peut, en général, les statisticiens utilisent un logiciel, on demande, vas-y, tire-moi des nombres au hasard. Ben, on est en train de demander ça à une machine qui sait tout faire, sauf du hasard finalement. Donc c'est là où on parle de génération, pas aléatoire, mais pseudo-aléatoire. Et donc on s'assure que le pseudo-aléa est finalement pas si mauvais. Mais effectivement, on est toujours... Donc la réponse en fait, c'est que ça déplace le problème de la discipline. Donc il reste entier, mais simplement il est déplacé vers la discipline. Ouais. Ok, merci. Bonsoir. Il y a deux domaines pour lesquels je voulais poser une question. C'était premièrement le phénomène des big data qui est de plus en plus prégnant actuellement. Comment peut-on arriver à l'exploiter statistiquement de façon à tirer des corrélations qui incitent les gens à acheter tel ou tel produit? Quels sont les outils statistiques qui permettraient de maîtriser cela, d'une part, et puis d'autre part, bon, j'ai l'impression que l'on a abordé la statistique par le plus petit regard, en fait, celui du dénombrement et de sa représentation. Et quand on travaille dans l'analyse des correspondances ou dans l'analyse multidimensionnelle, on a une autre vision des choses qui est plus globale et qui devient plus qualitative. Donc, en fait, ce sera peut-être l'objet d'une seconde conférence, je suppose, mais est-ce que vous pourriez déjà l'aborder? Merci. Alors sur le premier point par rapport au big data, donc ça c'est vrai que c'est un terme fourre-tout avec quasiment un mythe autour du big data. Alors ça s'appelait pas big data, mais je suppose que si vous avez déjà mis les pieds dans un supermarché, vous avez pu constater par exemple que le rayon des chips était juste à côté du rayon bière par exemple. Voilà, parce que les grandes surfaces se sont vite rendues compte que sur les tickets de caisse, en les analysant, les personnes qui achetaient les chips achetaient aussi souvent de la bière. Et si on corrèle ça avec un calendrier des rencontres de foot qui passent à la télé, par exemple, on peut aussi trouver ce genre de corrélation. Donc c'est un peu ça qui se passe au niveau du big data, sauf que ça va se passer à une échelle beaucoup plus importante. Alors, il y a une phrase voilà, un petit peu provocatrice, mais si vous ne savez pas comment vous allez vous habiller demain, ben Google le sait. Alors on dit, ouais, alors là, sûrement pas. Ben, en fait, Google, qu'est-ce qu'il sait La plupart d'entre nous ont des smartphones. Le smartphone, il voit quoi? Il voit nos mails, il voit nos achats, donc il sait à peu près, il peut savoir tout ce qu'on a acheté récemment comme vêtements. Google va voir quand même la météo, il sait quelle météo il va faire demain. Donc finalement, en regardant un petit peu tout ça, bah, il va dire que demain, comme il fait chaud, bah, il y a de grandes chances que vous mettiez votre chemise à manches courtes que vous aviez achetée il y a 15 jours, plus le pantalon en toile machin que vous avez acheté il y a 3 semaines, etc. etc. Vous voyez, tout ça parce que Google, d'autres, récupèrent beaucoup d'informations sur nos habitudes, sur nos comportements. Et grâce à ça, en allant fouiller dans cette masse gigantesque de données, on peut en tirer ce genre de comportement. Moi, j'ai tendance à dire que les outils statistiques qui sont derrière, ils ne sont pas très compliqués. Il y a des notions de prototypage, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans des cases.
quelqu'un qui va régulièrement voir des sites de sport et qui va lire le journal d'équipe en ligne, ben, on va lui proposer des articles de sport. Quelqu'un qui s'intéresse à la culture des pommiers, ben, on va pas lui envoyer des choses sur ses vacances au ski, vous voyez. Donc tout ça fait que effectivement on capte les informations et ça se joue finalement au niveau de corrélation, d'association sur les variables qualitatives, par exemple. Voilà un petit peu ce qu'il y a derrière. Et l'exemple typique aussi, c'est les systèmes de recommandation. Si vous allez sur n'importe quel site marchand, vous intéressez à un livre, donc on vous décrit le livre, juste en dessous, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ben, les personnes qui ont acheté ça ont aussi acheté ça. Voilà. Et ça, c'est pas très compliqué statistiquement à faire. Il suffit de regarder effectivement l'équivalent des tickets de caisse pour voir que quand il y a ce livre, il y a aussi d'autres. Donc si quelqu'un s'intéresse à l'un, ben, on va lui refourguer l'autre. Le deuxième point, alors je suis entièrement d'accord, hein, là ce que j'ai présenté sont des indicateurs statistiques, comme on dit, soit unidimensionnels, soit bidimensionnels. Unidimensionnel, moyenne, médiane, variance, écartique. Je prends une seule série de chiffres, je calcule ça. La corrélation rentre dans le bidimensionnel. J'en regarde deux simultanément, je regarde si elles se ressemblent. Ben effectivement, l'étape d'après, ben, ça consisterait à prendre tout un tableau de données. Vous voyez l'exemple que j'avais sur la taille et la masse d'individus. Ben, je peux avoir la taille, la masse, le tour de taille, le tour d'épaule, le tour de poitrine, tout un tas d'informations. Et là, effectivement, je change de registre de méthode. Je vais aller chercher des méthodes multivariées. Analyse en composante principale pour utiliser des gros mots, analyse factorielle et correspondance pour les variables qualitatives. Et tout ça, effectivement, c'est d'autres types d'outils, mais si je reviens à mon éléphant de tout à l'heure, ben, voilà, c'est que là aussi, une méthode multivariée va nous amener encore un autre point de vue sur des données. Et moi, ce que je défends un peu dans ma pratique professionnelle, face à un jeu de données, ben, il faut négliger aucune de ces démarches-là. L'univarié, le bivarié, le multivarié linéaire, le multivarié non linéaire, en fait tout un arsenal de méthodes qui chacune va nous donner un point de vue sur les données. Il y a un phénomène statistique, c'est aussi la prolifération des noms. Il y a maintenant on parlait de data mining, ce terme a disparu. Et puis maintenant, il y a eu le big data est en train de s'effacer derrière l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que la plupart, l'inflation du mot intelligence artificielle est telle qu'on va dire que ce que fait Google ou Amazon, c'est de l'intelligence artificielle, alors que, effectivement, c'est avec des techniques de calcul qui sont assez rudimentaires, qui sont fondées sur des tableaux croisés ou des corrélations, mais qui sont faits très rapidement et qui sont réactualisés très rapidement. Et c'est la capacité qu'ont ces grands, qu'on appelle GAFA, Google, Amazon, Facebook, qui ont des milliards de données et qui, chaque fois que vous cliquez, chaque fois que vous dites que vous aimez tel truc ou que vous allez calculer des requêtes, cette information est stockée et enrichie au fur et à mesure l'information qui est délivrée pour faire des recommandations. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites un choix, vous modifiez vous-même le système de recommandation. Et leur capacité, leur technique, elle n'est pas dans la subtilité des calculs qui sont faits, mais dans la capacité à amener des données. Moi, je prends d'exemple pour expliquer simplement ce que c'est. Pendant 15 ans, ici, ça a été mon bureau de vote. On a supprimé ce bureau de vote pour des raisons simples, c'est que c'est un bureau de vote isolé. Quand on veut faire du calcul vite et rapidement, il faut que les bureaux de vote soient regroupés. Donc le bureau de vote qui était ici, ils l'ont regroupé dans une école pour mettre plein de bureaux de vote ensemble pour faire les calculs plus rapidement et plus rationnellement et pour ne pas transporter les données qui sont ici pour un bureau de vote, les transférer au Capitole, alors que si vous le mettez dans une école, il y a 10 bureaux de vote, vous faites ça beaucoup plus rapidement. Les techniques du Big Data, c'est essentiellement de l'efficacité dans le traitement des données, de la rapidité dans le traitement des données, mais certainement pas ce que Sébastien essaie de nous expliquer sur des sophistications de
dans le big data, typiquement, dans les recommandations qui sont faites, ils tombent dans les problèmes de confusion et dans le paradoxe de Simpson en faisant des liaisons qui sont foireuses. C'est-à-dire, sur une corrélation simple, vous avez un truc qui va marcher, et à 3 trucs, vous tombez exactement sur ces problèmes-là que Sébastien vous a expliqué sur 3 informations. Mais comment le sait-on alors qu'on fait ce qu'il faut et confidentiel? On connaît à peu près les principes parce que les méthodes existantes chez Google et chez Amazon, vous pouvez suivre les techniques qui suivent. Et moi, depuis quelques années, c'est un sujet qui me passionne et je vois qu'est-ce que c'est qu'ils font. Et ce qu'ils font, ils passent à côté de la subtilité qui est pas celle du multidimensionnel, mais du tridimensionnel. C'est-à-dire 3 informations qu'on croise et dans lesquelles on arrive au paradoxe qu'il a montré, la monde même, les filières différentes et le sexe et le taux de réussite. Vous avez 3 informations. À partir du moment où vous avez 3 informations, vous arrivez à aller de la complexité, comme quand en mathématiques, on passe de 2D à 3D. De la deuxième dimension et de la troisième dimension. Google ne publie pas ces algorithmes. Si. Peut-être pas les plus récents, mais ils publient certaines choses. Les algorithmes principaux, ils sont connus, ils sont même assignés à l'université. J'ai un doute. Bonsoir. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, avec monsieur, vous avez parlé de prévoir demain comment on va s'habiller, quelle façon tout. Mais est-ce qu'en allant plus loin, on peut prévoir que demain il y aura beaucoup de crimes ou de choses comme ça, dans quel endroit? Est-ce que ça peut aller jusque-là? Ça va jusque-là. Il y a des sociétés qui s'appellent PredPol, par exemple, aux États-Unis, qui effectivement identifie des zones et des périodes plus ou moins à risque par rapport à des cambriolages ou des choses comme ça. Ouais. Mais en soi, statistiquement, moi je dirais que c'est pas très compliqué. Mais il suffit de regarder un petit peu les chiffres des cambriolages. Ils sont à quelle heure de la journée, ils sont à quelle période de l'année, ils sont dans quel quartier. On met ça dans n'importe quelle machine avec un algorithme qui va dire attention, les zones à risque, c'est zone pavillonnaire, l'été, quand les gens sont en vacances, à telle heure, à la cour de la nuit, etc. Alors, on n'est pas encore dans Minority Report pour prévoir les choses avant qu'elles se produisent, mais je dirais que statistiquement, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, il suffit d'avoir accès aux données et de dire, effectivement, il y a des zones plus à risque que d'autres, des périodes plus à risque que d'autres. Bon, je pense que c'est... Encore une fois, statistiquement, c'est pas très compliqué, c'est plus le problème de l'accès à la donnée qui pose question, qui pose problème. Est-ce qu'il y a des moyens pratiques de se prémunir contre le paradoxe de Simpson? C'est-à-dire qu'à moins d'aller fouiller toutes les données une par une, etc., finalement, quel est le moyen de faire? Quel est le moyen d'accès? J'entends très bien la question. On peut toujours mal interpréter, du coup. Du coup, on ne sait pas où va notre puissance, quoi. C'est vraiment... Je comment s'en prémunir à tous les coups? Moi, je ne sais pas. Voilà. Ce qu'on dit des fois quand on fait de la planification expérimentale, c'est-à-dire qu'on prévoit la façon dont on va mener une expérience pour éviter d'arriver à des biais, on dit que on va contrôler tous les facteurs qui sont contrôlables. Et ceux qui ne sont pas contrôlables, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on va tirer au hasard et espérer que ça se passe bien. Mais non, il y a un moment où on ne sait pas. Et on met des choses, des phrases du style, dans l'état actuel de nos connaissances, on considère que... Et donc on n'est pas à l'abri que plus tard, ce qu'on a fait, on dit non, là vous étiez biaisé pour telle et telle raison. Donc, a priori, moi je ne vois pas de façon de s'en prémunir de façon systématique. Pratiquement tous les exemples qui ont été évoqués correspondent à des grands groupes de données. Il existe aussi des sujets qui intéressent l'utilisation
sont les cas rares, avec des statistiques qui sont faibles, par exemple les accidents d'avion. Est-ce que là-dessus, vous avez progressé aussi en termes de moyens, d'études, de prédictions, par exemple, dans combien de temps est-ce que la Garonne va déborder, par exemple, ou la Seine va-t-il aussi Paris être noyé? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de cette thématique-là, mais je sais que moi j'ai des collègues à l'Institut de maths, dans l'équipe de statistiques et probabilité notamment, qui travaillent sur la théorie des valeurs extrêmes. Donc, typiquement ce que vous décrivez. Et donc, il y a effectivement des lois de probabilité qui sont développées, qui sont encore à l'étude pour caractériser effectivement ces événements rares, ces événements extrêmes. Et là, toute la, vous voyez, juste pour sentir un petit peu la difficulté de l'exercice, c'est comment arriver à prédire quelque chose qui ne se passe quasiment jamais. La statistique, enfin les choses que l'on peut apprendre, c'est, bah tiens, j'ai vu que ce que je disais tout à l'heure, hein, que des cambriolages se passent plus à tel endroit, à telle période, etc. Mais sur des événements rares, comment les caractériser, ben, c'est très compliqué, parce que justement, on n'a pas forcément de point de comparaison. Mais il y a des travaux théoriques, voilà, c'est ça, ces processus extrêmes, statistiques des processus extrêmes, des choses comme ça, il y a des choses qui se font. Mais je ne connais pas du tout je ne trempe pas assez dedans pour vous en dire davantage, mais, sauf que, si ce n'est qu'effectivement, des collègues qui travaillent. Je m'intercale pour faire suite à ce qui a été dit. Sur les événements rares, on parle souvent de loi des séries. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous? Non. Non, il y a des... Voilà, bon, j'avais je n'ai pas là, mais quelques ressources justement où on démonte un petit peu cette loi des séries. Il y a aussi l'idée, derrière ça, il y a un petit jeu qu'un collègue m'avait soufflé, me dit écoute, un jour, si tu veux faire paraître un petit peu comme un magicien, demande à des étudiants de jouer à pile ou face et de noter les résultats qu'ils obtiennent. Pile, face, pile, face, face. Et tu demandes à l'autre groupe d'étudiants de faire comme s'ils avaient lancé la pièce, mais d'écrire pile ou face selon ce qu'ils imaginent que produirait une pièce. Et il me dit, je ne me suis jamais trompé, il a fait le test plusieurs fois, je ne me suis jamais trompé, j'ai toujours deviné quelle était la vraie expérience où les élèves avaient vraiment jeté la pièce et ceux où ils avaient imaginé. Pourquoi? Parce que si je vous demande spontanément de me dire allez-y, faites comme si vous aviez lancé une pièce, vous allez me dire pile ou face. Alors vous allez dire pile, face, 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 pile, pile, face, face, pile, pile, face. Je dirais pas qu'à coup sûr, mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont oser mettre 4 fois pile d'affilée ou 4 fois face d'affilée. Or la pièce, vous pouvez y aller, si elle veut, elle tombera 10 fois sur pile d'affilée. Mais vous aurez beaucoup de mal à faire la même chose quand vous écrirez à la main, vous voyez, en disant ça. Voilà, donc il y a cette petite idée qui a derrière. J'avais une autre question dans le domaine financier, qui est la bourse, qui correspond à un nombre de transactions très important. Néanmoins, les statisticiens n'arrivent pas à prédire l'évolution des cours. Quelle est la raison profonde de cette impossibilité? Oh, là, je sortirais bien mon joker. Là. Alors, je ne sais pas. Il y a quelques éléments. Alors là aussi, des mathématiques financières, statistiques financières. Bon, c'est un peu moins actif à Toulouse, mais enfin à Toulouse, côté Paul Sabatier, il y avait une équipe qui était un peu positionnée là-dessus, mais finalement, elle s'est un petit peu délictée au cours du temps. Sincèrement, je n'en ai aucune idée. Moi, je me dis juste les quelques trucs que j'ai entendus à droite et à gauche, c'est qu'il y a une extrême volatilité. Volatilité, c'est-à-dire, bon, c'est le terme apparemment possible, il y a l'idée de dispersion, c'est-à-dire les choses évoluent très vite. Donc, avec de grands indicateurs de dispersion, vous voyez, variance, écart type, ces choses comme ça. Et après, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce qu'on n'est pas trop capable de modéliser, c'est le comportement humain aussi. Et le comportement humain, c'est, je ne sais pas, quand j'entends des fois aux informations, telle entreprise a vu son cours en bourse baisser de temps
sur des rumeurs de il se pourrait que le PDG de l'entreprise est éternué pendant le conseil d'administration. Ben ça, c'est difficile à modéliser. Voilà. Mais vraiment, j'en connais très peu sur le sujet. Mandelbrot a travaillé là-dessus, donc je ne sais pas trop ce qu'il a publié, il a probablement des résultats, j'imagine, du personnage. Oui, alors, je sais que Mandelbrot, notamment, c'est quelqu'un qui a été sollicité au moment de la crise financière, car finalement, il y a des mathématiciens qui ont été mis en cause en disant, mais attendez, c'est quoi ces outils que vous fournissez aux traders, là, regardez la crise que ça a impliqué. Et justement, je sais que Mandelbrot s'était positionné en disant, non, attendez, on fait les aspects théoriques, tout ça, on essaie de développer des outils, etc. Après, il y a des personnes qui sont derrière et qui s'en servent. Donc je sais qu'il était monté au créneau justement pour ça, en tant qu'expert sur le sujet, sur les aspects théoriques, mais il avait fait un peu la part des choses entre mathématiciens qui développent un peu des méthodes, et puis après les traders, il y avait des choses un peu sacrées décalages. Je voulais vous rejoindre un petit peu à ce sujet. Au niveau boursier, il s'agit plutôt d'analyser en fait une segmentation comportementale de personnes totalement différentes, n'appartenant pas à une même entité, avec des facteurs de variabilité importants sur les marchés financiers. Ça, c'est la première des choses. Et d'autre part, on pourrait rapprocher cela de l'étude des comportements humains, des comportements sociaux, tels que nous l'avons vu ces jours-ci, le facteur des gilets jaunes, qui fait partie aussi d'un comportement atypique, qui était imprévisible a priori. Et parallèlement, je voulais rejoindre un petit peu quelque chose de plus banal et plus général, c'est le principe des agences matrimoniales qui réunissent différentes personnes entre elles selon certains critères qualitatifs ou quantitatifs, plutôt qualitatifs. Est-ce que là j'ai vraiment un critère d'union? Oui, non, selon la forme physique de chacun. Est-ce que les différents critères requis sont suffisants pour déterminer une attraction entre les deux personnes? Voilà, en fait, le débat est assez large. Ça ne marche pas, les agences matrimoniales. Ça ne marche pas, les agences matrimoniales, c'est connu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le résultat, si on observe le système, c'est que ça ne produit pas le résultat. C'est un fait. Les agences matrimoniales qui prétendent vendre la possibilité de rapprochement quand on regarde les résultats, ça ne marche pas. C'est un fait. Après, on peut l'expliquer. Ah, mais il faut chercher, oui, comme ça, mais non, il y a des... Oui, je peux donner quelques références, pas comme ça, mais je peux en donner. J'ai encore une question, excusez-moi. C'est sur l'efficacité de l'homéopathie, qui est l'objet dans le cadre de grande discussion. A-t-on des moyens pour dire si effectivement il y a un lien, il y a une efficacité de ce système-là? L'effet placebo existe-t-il réellement? Et si oui, pourquoi est-ce qu'on interdit aux parlementaires de supprimer ce genre de moyens qui ne coûtent pas très cher, mais si c'est efficace et si l'effet placebo existe, pourquoi pas? Il faudrait prouver que c'est l'effet placebo. Alors, je ne vais pas me prononcer sur le fond, juste de ce que j'en ai lu et entendu. A priori, tous les essais qui ont comparé l'homéopathie à un placebo n'ont jamais conclu à un effet de l'homéopathie. Après, est-ce que l'homéopathie, c'est un effet placebo? C'est autre chose. Attendez, je perds le fil de ce que je voulais dire. L'homéopathie, effet placebo. Attendez, ça va revenir. J'ai perdu le fil. Vas-y Joseph, tu voulais dire un truc? Ah. Non, oui, non, ça y est, ça revient. Peut-être que d'ailleurs, l'effet placebo, en tout cas, quand on fait des essais cliniques, il y a le système non seulement du simple aveugle, mais du double aveugle. Double aveugle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, alors, simple aveugle, le patient qui participe à l'essai ne sait pas ce qu'il reçoit.
Est-ce que c'est la molécule active ou est-ce que c'est le placebo? Le double aveugle, c'est le médecin non plus ne sait pas ce qu'il donne. Parce que manifestement, le simple aveugle ne suffit pas à effacer le biais. C'est-à-dire qu'un médecin qui donne un placebo va peut-être émettre des signaux je ne sais pas comment à son patient, et donc il n'aura pas le même comportement s'il sait qu'il donne un placebo ou s'il sait qu'il donne une molécule active. Voilà, donc tout ça fait dire l'effet placebo existe peut-être, cela dit, les médecins dans la salle, peut-être, pour confirmer le sujet. Je vais même vous amener Alors, je n'ai pas une réponse. Ce que je voulais dire, c'était pas directement à voir avec ça, c'est que pendant les offres, donc on peut trouver quand même des offres ici, il y a eu une ou deux sessions qui avaient été proposées sur les études psychologiques, sur les types de personnes qui font appel à l'homéopathie. Et donc, étudier le comportement et l'importance de croyances des personnes. Et il y avait beaucoup de débats là-dessus. Ça a été 2 sessions qui ont eu. Il y a plein de journalistes qui sont venus aussi, ça intéresse cet aspect-là. Mais il n'y a pas beaucoup d'études type double aveugle ou autre qui ont été faites sur de l'homéopathie. Donc on manque de données pour pouvoir statuer complètement. Ce qui est sûr, c'est que c'est assez difficile, au-delà même de l'effet placebo, il y a un contexte social, souvent c'est dans les familles, en fait, on se traite avec l'homéopathie, etc. Il y a plein de choses qui tournent autour et qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'effet physique des molécules, d'une absence de molécules, mais avec un ensemble de choses qui relèvent du placebo, de l'habitude, ou le fait de prendre quelque chose à une certaine, que la grand-mère a pris aussi, etc. Ça relève du placebo, des effets psychologiques, mais peuvent effectivement donner un certain bien-être. Donc, ce que je veux dire, comme je le dis, c'est le dernier événement ce soir qui a été labellisé ESOP. Oui, le 21 décembre, parler beaucoup plus loin, une conférence d'association cette année avec le label ESOP. On a fait la soirée de clôture le 18 décembre, juste avant. Et donc ce soir, on peut vous dire que c'est la vraie clôture de l'année ESOP et des événements labellisés. Je vais voir que sur le titre, quand on dit la statistique dans tous les États, le mot statistique vient du État aussi. Au départ, les statistiques, ça a désigné des disciplines qui s'intéressaient à mesurer les choses. Et en France, on a encore l'INSEE, qui sont l'École nationale de la statistique, ça sert à mesurer les quantités. Et ceci étant, la statistique telle que je l'ai présentée et la formation que nous avons eue, c'est rattaché à des mathématiques. La statistique est devenue une discipline des mathématiques. Alors, même si vous n'avez pas vu dans l'exposé, la moyenne, c'est le centre de la gravité, la variance, c'est une inertie. Il y a une liaison très forte avec la physique et la mécanique de par les méthodes. Mais quand on transpose ça à de la biologie, à de la sociologie, à de la psychologie, on transpose des outils qui marchent bien et qui sont d'un cadre mathématique connu, carré et très simple. La théorie des erreurs et la régression linéaire, on peut la faire sur des phénomènes physiques. Et ça marche souvent beaucoup mieux que sur les phénomènes sociaux. Les corrélations sont parfaites et la liaison marche très bien. Donc la liaison entre mathématiques et utilisation des mathématiques dans les autres disciplines que la physique pose des problèmes qui ne concernent pas que les statistiques. Toutes les mathématiques appliquées qui se font sur la modélisation de phénomènes hors de la physique utilisent un attirail qui est bien rodé par rapport à l'articulation canonique des cartes et tout ce qu'on connaît sur le mouvement des corps. Et quand on a un satellite sur Mars, c'est de la mathématique, et il y a de l'incertitude aussi, c'est-à-dire là où les trucs, il n'est pas tombé à la fois qu'on a voulu
compte tenu de la météo. Mais la statistique sur la météo, c'est quelque chose qui reste dans la physique, dans lequel il y a beaucoup d'aléas, malgré tout, parce qu'il y a énormément de trucs. Quand on passe à des êtres humains, et même à leur biologie, c'est un autre niveau de difficulté, et comme tu l'as dit, les facteurs qui peuvent intervenir, ils sont tellement nombreux qu'on peut tomber sur des paradoxes non contrôlés. Et ça, c'est un très vaste sujet. Juste un mot sur l'homéopathie, il n'y a pas de débat ce soir quand même, il reste ce sujet, mais là il y a quand même un point d'honnêteté scientifique, hein, parce que l'étude sur laquelle se base Agnès Buzyn, qui est l'étude australienne, elle fait l'objet d'un procès en Australie pour deux raisons, qui est que celui qui a porté l'étude appartenait à une association anti-homéopathique, donc il y a un biais évident, et qu'en plus il a éliminé au passage les éléments statistiques qui étaient favorables à l'homéopathie. C'est tout, j'en dirai pas plus. Hein. Voilà. Après, chacun pense ce qu'il veut sur le sujet. Enfin, c'est un fait scientifique. Donc là, c'est carrément une histoire de fraude. Voilà. Je vais intercaler quelque chose, je ne vois pas de bras se lever, non. Il y a eu, il y a quelques années en Allemagne, une étude très coûteuse qui a été menée sur les sourciers. Est-ce que les sourciers trouvent l'eau? Et l'étude a été menée à l'allemande, c'est-à-dire très sérieusement. Ils ont construit un hangar en bois, et puis ils ont fait passer un rail dessous, au rez-de-chaussée, avec des wagons avec de l'eau, avec des wagons avec de l'eau, avec des pompes qui faisaient circuler l'eau, etc. C'était à l'allemande, vraiment sérieux. Et à l'étage, au-dessus, eh bien, on faisait détecter par les sourciers. Et on a fait comme ça un gros travail d'écrémage. La plupart des sourciers se sont fait rétamer. Mais il a resté un petit groupe qui avait des résultats significatifs. Ils étaient au-dessus des 50%. Et le gros intérêt de cette étude, c'est qu'elle a été reprise des années après par des statisticiens français qui se sont basés sur les données brutes. Donc, ils n'ont pas refait l'expérience, elle avait été faite vraiment bien. Il n'y avait pas de biais, c'était du double aveugle, tout était bien. Et ils ont cherché à voir ce que ce groupe représentait. Et ils ont quand même réussi à trouver qu'il y avait des facteurs de sympathie qui expliquaient les réussites. Mais en creusant autrement les données, comme on n'avait pas su le faire peut-être, justement ceux qui étaient concernés. Qu'est-ce que tu appelles des facteurs de sympathie? Alors, il semblerait que les sourciers qui réussissaient, ils avaient vu ça par le nombre de contacts, ils avaient des contacts de repas, puisque ça a duré, c'était lourd comme organisation, et ils avaient fini par établir des corrélations entre le comportement de certains sourciers et les résultats qu'ils avaient. Il y avait quelque chose de très net, de bien établi. Comportement social? Oui, socialement, etc. Il y avait quelque chose. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres, on peut encore creuser le sujet. Si, une question. On fait jouer une machine pour faire une pièce, par exemple, pour faire des stats. Elle ose faire des séries de 10 faces ou 10 piles que n'ose pas l'humain. Mais si on fait tirer des humains et une machine, est-ce que l'humain il va réussir ce prodige qui est de s'approcher du 50% de plus en plus finement? Ou est-ce que les humains ont un biais, il y en a qui finiront à 45 ou à 55? C'est-à-dire les humains qui jouent vraiment à la pile face, qui lancent la pièce. Là, la loi des grands nombres nous dit qu'a priori, on va effectivement tendre vers les 50%. Un humain n'aura pas un biais qui fait qu'il se distinguera vraiment de la machine. L'humain qui lance pas la pièce. Non, après, justement, la machine peut être biaisée parce que justement, dans ces générateurs pseudo-aléatoires, ils font de l'aléa, mais avec une certaine période. C'est-à-dire, on sait que la machine, au bout d'un moment, qui est très long, on va recoupler, on va revenir sur les mêmes trucs. Si vous avez le temps de jouer à pile face des milliards de fois, normalement, on n'aura pas le biais, on va vraiment arriver sur 50-50. Si je... Pardon. Vous avez terminé? Oui. Ce pile ou face, en fait, il y a eu effectivement des essais qui ont été faits, mais par des humains qui disaient au hasard pile ou face. Et en fait, l'humain en général, il dit 55% de pile et 45% de face. Le problème, si vous faites de même
le même truc en Angleterre, ben là c'est le face qui gagne parce qu'en anglais ça se dit face ou pile. Donc il y a ce qu'on appelle le biais du premier, d'accord, qui fait que voilà, ça pourrait expliquer. Et l'homme en général est un très mauvais générateur de hasard. Parce que même avec le phénomène pseudo-aléatoire qu'une période, en général, un bon générateur aléatoire, quand on l'a construit dans une machine, il y a des tas de façons de le faire, en général, on s'assure qu'elle respecte un certain nombre de choses comme la moyenne. En général, si on fait 1 million de tirages, on va être à 50,001. Alors lui-même, effectivement, s'il a un biais aussi lourd que le premier dans la liste, il sera au minimum à 1%, ce qui est très très loin de la machine. Même si la machine n'est pas parfaite, on s'assure quand même que, parce que c'est quand même, les générateurs servent dans beaucoup de machines maintenant pour faire que les programmes fonctionnent correctement. On en a besoin partout des pseudo-aléatoires. Enfin, pour dire un domaine que je connais qui est communication avec des satellites, on utilise énormément les générateurs pseudo-aléatoires pour mettre au point, valider et tester les communications. Donc, tester une fibre optique utilise des systèmes pseudo-aléatoires. Parce qu'on peut comme ça mesurer le taux d'erreur, parce que justement on se synchronise sur un générateur pseudo-aléatoire capable de faire quasiment tout le spectre des suites de piles et de faces. Je ne sais pas si ça sera un mot de conclusion, mais ça va pas avoir directement avec la statistique. Tout ce qu'il nous a expliqué, Sébastien, aujourd'hui, c'est l'esprit critique. Il faut avoir vis-à-vis de ce qu'on regarde, c'est vrai pour beaucoup de choses. Alors moi, je vais vous raconter une petite anecdote pour dire que le passage vers la causalité, qui peut être vite fait, cherchez pas, vous allez la trouver facilement. Ça se passe au Japon, c'est dans le début des années 80. Il y a, à Tokyo, il y a une grande tour haute en métal, donc on visite, on monte dans l'ascenseur, le guide explique. Et il est français. Alors il explique que cette tour est plus métallique, est plus haute que la tour Eiffel. Et pourtant, elle est beaucoup moins lourde. Ce qui démontre la supériorité de l'acier japonais. Évidemment, il est ordonné. C'est une erreur. Vous demandez à quelle époque elle était construite la tour en question, etc. Donc c'est vrai que ces affaires, dans tous les domaines dans des données extrêmement différentes, de tirer une conclusion et une preuve, une causalité, bon là, ça c'était drôle. On le rencontre tout le temps, je pense que dans les domaines scientifiques, bien sûr c'est particulièrement vrai dans notre sujet du jour, mais ces sauts qui se font, je pense que c'est assez dangereux de ne pas prendre, en fait, de ne pas penser à avoir l'esprit critique par rapport aux premiers qui viennent, à l'hypothèse Bonnard, voilà. Moi, c'était effectivement mon objectif, c'est que si un jour vous vous retrouvez confronté à un article qui parle de salaire moyen, des choses comme ça, vous voyez un graphique un petit peu bizarre, moi j'aimerais bien apparaître sur votre épaule, vous savez, comme un lutin là, et voilà, on va dire, est-ce que tu es sûr que ce qu'il y a dans les chiffres, dans le graphique, c'est vraiment le message qui a écrit en toutes lettres à côté? Donc voilà, moi si voilà, l'un d'entre vous me voit apparaître sur son épaule un jour en train de me dire ah, attention à ce que tu es en train de me dire, je me dis que voilà, j'aurais bien fait de venir vous voir ce soir. Je voudrais, dans la foulée, citer un livre qui est connu, qui s'appelle Le Petit traité d'autodéfense intellectuelle, qui est écrit par Norman Bayerbaum, et il a un chapitre sur la statistique. Il a un chapitre sur la rhétorique, des chapitres. Mais il en a un sur la statistique et il se veut aussi le petit gars qui signifie attention, là on est en train de t'embrouiller, méfie-toi. Et ce petit livre est facile à trouver, Norman Bayerbaum,
Et il a écrit parce qu'il fait des tas de projets comme nous, mais au Canada. Et ce sont ses étudiants qui lui ont dit mais il faut faire un livre parce qu'il y a tout là pour se former l'esprit et ne pas se laisser embrouiller dans des tas de domaines. Donc, que ce soit les sophismes, etc. Il passe comme ça tous les chapitres. Et bien encore. Ah, Deux dernières. Peut-être. Parce qu'elle est pas très technique, mais à savoir que j'ai, il y a très longtemps, je ne sais plus où, trouvé une citation qui était attribuée à Alfred Sauvy, très connu, et qui disait les chiffres, parce que ce que vous avez mis là, c'était spectaculaire. Les chiffres sont des innocents qui avouent tout sous la torture et qui ensuite se rétractent. Alors je ne sais pas si elle vraiment été attribuée à Alfred Sauvy, mais en l'occurrence, elle est amusante et significative. Je suis tout à fait d'accord, je la trouve très bien d'ailleurs, effectivement. On est là-dessus, on est exactement là. Et juste sur l'histoire du petit livre, ce livre de Sylviane Gasquema, plus vite que son nombre, voilà, ce que vous cachent les chiffres. Donc pareil, c'est tout plein de petits chapitres comme ça. Et vous avez tout un chapitre sur la notion inverser une courbe. Vous savez, on a beaucoup entendu inverser la courbe du chômage. Et alors, il y a plusieurs chapitres sur le sujet, mais qu'est-ce que ça veut dire inverser une courbe? Voilà. Bien, merci beaucoup. Et clôture comme ça.